Bonjour à toutes, bonjour à tous. On laisse le temps à tout le monde de se connecter. Je vois que les participants nous rejoignent progressivement. On va laisser 2 minutes pour que le maximum de personnes puissent assister au démarrage et on commencera. N'hésitez pas à nous dire dans les questions-réponses si vous avez soit des difficultés de son ou d'interaction. Voilà, vous avez un bouton en bas avec qui s'appelle QR qui vous permet de poser des questions et de faire des remarques au fur et à mesure du webinaire. Alors, on va pouvoir démarrer. Vous êtes déjà assez nombreux à nous avoir rejoints. Donc, bonjour à toutes et à tous. D'abord, bienvenue sur ce webinaire qui est consacré au froid et qui, comme vous le voyez, fait partie d'une série qu'on a appelée l'Energy Management en pratique et qui a démarré il y a quelques mois sur la thématique de la reprise des équipements de chauffe. Voilà, donc en suite logique, on passe du chaud au froid et aujourd'hui, on va vraiment essayer de démystifier, comme on l'a dit, la thématique du froid. Alors, ces webinaires sur l'Energy Management en pratique, ils nous tiennent particulièrement à cœur chez Adviseo parce qu'on croit beaucoup dans la transmission justement des bonnes pratiques autour du management de l'énergie. Il s'adresse spécifiquement à des personnes qui, comme vous, sont là pour agir, pour optimiser les consommations d'énergie de leurs bâtiments et pour beaucoup d'entre vous sur des patrimoines immobiliers et bâtimentaires qui peuvent être assez importants. Et ce qu'on peut amener au travers de ces webinaires, on y reviendra, mais c'est aussi des référentiels dans différentes typologies de bâtiments qui nous permettent d'avoir des points de comparaison multiples sur des patrimoines variés. Pourquoi le froid on parlera après du sommaire. Donc, pour plusieurs raisons. Alors déjà, évidemment, on rentre dans les beaux jours, ou alors il y a une perspective de beaux jours selon où vous êtes situé géographiquement. Ami, je te vois regarder par la fenêtre. Donc, c'est évidemment dans la perspective où c'est des sujets qui vont être très rapidement soit déjà engagés, soit en cours d'engagement chez vous pour ce qui concerne les équipements. Mais au-delà de ça, d'abord, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de gisements d'économie d'énergie potentielle. Et les gisements d'économie d'énergie potentielle, ils sont éminemment précieux, évidemment, en ce moment. D'abord, pour le décret tertiaire, que je ne vous ferai pas l'affront de présenter, qui vous oblige sur les économies d'énergie. Donc, c'est des gisements précieux dans cette optique-là, mais aussi et surtout pour les véritables enjeux qui sont les enjeux environnementaux. La deuxième raison qui nous a motivés à choisir ce sujet, et c'est corrélé, c'est qu'on constate que le sujet du froid est un sujet qui est souvent une affaire de spécialistes. Et à notre sens, c'est nécessaire pour les acteurs de l'énergie d'avoir des clés pour ouvrir cette boîte noire et pouvoir avoir les bons réflexes et challenger les spécialistes quand il s'agit d'aller sur ces questions du froid. Et c'est ce qu'on va essayer de vous amener aujourd'hui, c'est ces quelques clés et ces bonnes pratiques qui vous permettront, on l'espère, d'être plus à l'aise quand il s'agit d'aller toucher à ce sujet qui peut être vu comme assez complexe. Voilà, on peut passer, si tu veux bien, ce qu'on est au sommaire. Donc, pas de problème, c'est voilà, c'est bon. Les aléas du direct. Donc, sans revenir dans le détail, dans le sommaire, ce que je repréciserai, c'est qu'on prévoit quelques minutes en fin de présentation pour répondre à l'ensemble des questions que vous vous poseriez. N'hésitez surtout pas à les poser, au contraire, pendant le webinaire. On essaiera d'y répondre si on le peut et si elles sont contextualisées au fil de l'eau. Et sinon, on aura donc ce temps qui sera consacré aux questions-réponses en fin de présentation. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Et avant de passer la main du coup, aux spécialistes que vous pouvez déjà voir, quelques mots sur Adviseo. Peut-être un rappel sur certains ou pour ceux qui nous découvrent, vous repositionnez notre métier. Donc, Adviseo, c'est une filiale du groupe d'ingénierie CETEC, dont la mission est de permettre aux entreprises et collectivités de faire des économies d'énergie.
de la collecte des données énergétiques qu'on centralise sur une plateforme de management de l'énergie, qui est la plateforme Adviseo, jusqu'aux actions de pilotage qui vont permettre les économies d'énergie. Et ces actions, elles sont réalisées notamment par nos energy managers, dont vous avez deux exemples et pas des moindres parmi nous et qui vont donc animer ce webinaire. Rémi a la particularité d'avoir une formation et une expérience de frigoriste, donc connaît un petit peu le sujet. Et Skander est ingénieur en performance énergétique et directeur de projet sur notamment sur des projets de patrimoine immobilier important sur lesquels la problématique du froid est une composante importante. Voilà, donc Rémi, Skander, je vous laisse la main. Je vous souhaite un bon webinaire ainsi qu'à tous les participants. Merci beaucoup, Xavier. Donc, en premier lieu, on va vous faire un petit récapitulatif des enjeux autour du froid, que ce soit en termes énergétiques ou en termes environnementaux. Également, quelques plages d'utilisation du froid. Donc, le secteur du froid et du conditionnement d'air, donc de la climatisation dans les bâtiments, consomme environ 17% de l'électricité mondiale. Donc, c'est loin d'être négligeable au niveau de la consommation d'énergie, que ce soit dans votre bilan énergétique d'entreprise ou de collectivité ou même au niveau de l'impact que ça peut avoir sur la planète. Le deuxième aspect qui est très, très important au niveau des fluides et du froid, c'est leur impact carbone ou leur impact de gaz à effet de serre. Donc ici, on peut voir sur le côté un diagramme qui représente les bilans carbone et bilans gaz à effet de serre d'une entreprise de grande distribution où on voit que les fluides sont le principal poste d'émission de gaz à effet de serre dans leur bilan carbone, à hauteur de 1/3 donc, de leur périmètre. La particularité des fluides frigorigènes qui permettent de produire du froid, c'est leur impact en termes donc, de global warming potentiel, de potentiel de réchauffement global, qui sont en équivalent CO2 pour les fluides actuels, donc les HFC, de 150 fois à 1500 fois plus polluants que le CO2. Donc, ce qui équivaut à, en gros, 1 kg de R404 qui pourrait fuir, équivaut à 1500 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère. Donc, il y a des réglementations sur lesquelles on reviendra un petit peu plus en détail par la suite, qui commencent à restreindre très fortement ces potentiels de réduction de pollution et qui auront un impact dans les années à venir. Le deuxième aspect du froid, c'est que globalement, on se base sur un système qui est donc des machines thermodynamiques et qui ont des plages d'application qui sont très larges. Donc, ça va de l'application industrielle de pointe, qui peut même descendre jusqu'à de l'aérospatial, où on va pouvoir descendre à des températures proches de l'espace, donc moins 270 degrés. Dans des usages un peu plus communs industriels, on va être autour de moins 70 à moins 30 degrés pour des parties très techniques, donc de l'aérospatial, de l'aéronautique. Et ensuite, on rentre dans des gammes de températures qui vont être plus proches de l'alimentaire ou en tout cas de choses qu'on peut représenter dans notre quotidien. Donc, le surgelé, les produits frais, jusqu'au confort, donc la climatisation dans les espaces de bureau notamment, ou le rafraîchissement des data centers, des choses comme ça. Et également, et c'est un peu la particularité du froid, la possibilité d'utiliser ces machines thermodynamiques pour produire également du chaud. Donc, c'est le fonctionnement des pompes à chaleur. La première chose pour démystifier le froid, c'est que votre frigo ou globalement une installation industrielle de plusieurs mégas fonctionne de la même manière. Les principes physiques de fonctionnement sont exactement les mêmes. Donc, c'est des choses qu'on retrouve globalement et qui n'ont pas forcément lieu d'être camouflés ou qui ne sont finalement pas si compliqués une fois qu'on prend les bonnes analogies. Donc, le premier sujet qu'on va aborder, c'est un petit peu comment est-ce qu'on peut optimiser ces installations tout en maîtrisant des investissements et donc un petit peu plus aborder l'aspect de conception autour des installations de production de froid.
Alors, pour vraiment commencer par démystifier, on peut faire une petite analogie entre la production, donc les centrales de production frigorifique et le corps humain. La première chose, donc, c'est le fluide frigorigène dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut vraiment être comparé au sang dans le corps humain et qui permet de transporter notamment l'oxygène. Donc ici, l'oxygène serait le froid et le dioxyde de carbone qui serait donc le chaud. On va aller sur donc les évaporateurs, la partie BP, en fait, qui correspond aux muscles et donc qui correspond à la diffusion du froid, plus exactement à la récupération de la chaleur, mais voilà, on va rester sur cette analogie du muscle. Donc, c'est vraiment l'objectif. C'est là où vous voulez emmener votre sang pour produire un effort frigorifique. Cette partie à gauche de schéma, vous en entendrez un petit peu parler, on reviendra en détail, c'est ce qu'on appelle la partie basse pression du diagramme enthalpique du cycle thermodynamique. Donc, on reviendra un petit peu en détail, n'ayez pas peur sur ce terme, on utilisera le terme de BP pour cette partie à gauche. Le compresseur peut être vu un petit peu comme le cœur. Donc, c'est lui qui va permettre d'une part d'aspirer le sang et d'autre part de le pousser vers les poumons. Et donc, a vraiment voilà, cet aspect de circulatoire, on va dire, et qui permet de faire passer le fluide frigorigène, donc le sang, du muscle vers les poumons. Le dernier aspect, et c'est souvent un aspect qui est un petit peu négligé, donc c'est sur la partie haute pression, qui est donc à droite du schéma, qui est la partie chaude, on va dire, entre guillemets, du diagramme, et où on va rejeter les calories. Donc, c'est un petit peu comme les poumons. Ça va permettre d'oxygéner le sang et également de rejeter la chaleur vers l'extérieur. Bonjour à tous, merci pour cette belle introduction. Moi, je vais vous parler donc, notamment en premier lieu du dimensionnement des compresseurs et du dimensionnement du besoin froid. Donc, on se rend compte souvent que de base, le dimensionnement pour des besoins froids est fait pour des cas extrêmes, c'est-à-dire de fortes températures en été. Et le problème de ce fait, c'est qu'on va dimensionner pour des cas extrêmes et en plus, nous allons surdimensionner ces installations froides et on va se retrouver justement avec des besoins maximum largement trop couverts et ces besoins maximum correspondent qu'à très peu de temps de fonctionnement et très peu c'est environ 10% du temps global sur finalement l'année. Donc, du coup, on va en plein été sur ces températures maximum, on va fournir le réel besoin en froid, mais surtout sur le reste de l'année, voilà, on va être sur des températures des besoins moindres et on va être surdimensionné. Ce qu'on trouve aussi également, c'est au niveau du dimensionnement et de l'achat des compresseurs. Comme on peut voir cet exemple, on va être sur une puissance, donc une puissance froid avec un besoin, comme on voit l'exemple, par exemple 1800 kW. Donc, on va découper cela en 3 compresseurs de 600 kW. C'est souvent ce qu'on voit. Sauf que cette puissance en kilowatts, elle va répondre à un besoin maximum sur l'été et sur une très courte période, qui représente une très courte période. Sauf que le reste du temps, quand on n'est pas avec des besoins maximum, on va justement être surpuissant. Donc, nous, on peut voir qu'on va préconiser plutôt, au lieu d'avoir 3 compresseurs avec une puissance froid équivalente de 3 fois 600 kW, on va plutôt préconiser d'échelonner ces puissances et d'avoir plusieurs gammes de puissance au sein de la centrale ou du groupe. Donc, cela va permettre de coller au plus près des besoins, et notamment quand on a peu de besoins, mais qu'on en a quand même un petit peu. Donc, on va voir que quand on a peu de besoins, au lieu de démarrer et de fournir une puissance de 600 kW, on va venir fournir une puissance de 300 kW. Donc, ça veut dire que quand on a 300 kW de besoin, si on a dimensionné et préconisé des compresseurs de même puissance, on va venir en gros démarrer
et produire trop de froid par rapport à ce qu'on a réellement besoin. Donc, cela a pour impact de dégrader le COP de votre installation et de réduire également la durée de vie de vos équipements. Un autre souci également, plutôt sur la partie bureau tertiaire. Sur les bureaux tertiaires qui sont reliés à des réseaux de froid urbain, on peut voir le même problème. Des échangeurs en fait, qui sont dimensionnés pour de très fortes chaleurs et des taux d'occupation maximum. Le problème de cela, c'est que du coup, la puissance disponible et la puissance dimensionnée va être dimensionnée pour un laps de temps et pour des conditions extrêmes, spécifiques et très peu représentatives finalement de notre besoin sur l'année. Et cela va entraîner des problèmes, notamment en hiver et mi-saison, où sur ces types de bâtiments, les locaux VDI ou serveurs sont raccordés. Ces locaux serveurs et VDI donc, représentent que très peu de besoins, mais en représentent quand même toute l'année. Et on peut voir notamment chez nos clients se retrouvent à avoir des consommations toute l'année avec peu de besoins. Donc, pareil, on va avoir peu de besoins pour une grosse quantité de froid. Et notamment donc, pour les clients se retrouvent dans ces cas de figure à payer des malus et à avoir une production de froid peu efficace et coûteuse. C'est pour cela que du coup, on préconise de séparer, d'avoir un réseau indépendant, enfin d'avoir une production de froid indépendante pour ce genre de locaux. Rémi, juste, je me permets de relayer une remarque qui a été faite sur le fait qu'on peut également prévoir des machines à variation de vitesse. Quel est ton avis sur la question? Oui, tout à fait. Tout à fait, on peut avoir éventuellement, on peut prévoir justement avec des compresseurs à vis, des choses comme ça, une variation de vitesse. Mais cependant, nous, on a déjà eu le cas également. Le surdimensionnement est tellement gros, est tellement important qu'en fait, même en variation de vitesse, je prends l'exemple d'un compresseur à vis, par exemple, la variation de vitesse, très bien. Cependant, le compresseur à vis, même s'il a de la variation de vitesse, il n'est pas fait pour fonctionner à 30%. La variation de vitesse, c'est bien, mais l'objectif, c'est que quand on démarre un équipement, c'est qu'il fonctionne quand même à un pourcentage de charge intéressant. C'est-à-dire voilà, entre 70 et 100%, quoi, globalement. C'est une piste, mais ça ne règle pas complètement la question du dimensionnement. Oui, ça vient un petit peu en complément. Et c'est… Rémi, ça va le faire rire, mais c'est un peu l'analogie de la voiture. Et voilà, il y a un régime optimum entre 2000 et 3000 tours minute. La variation de vitesse va permettre de potentiellement descendre en dessous ou aller au-dessus. Mais ce n'est pas le fonctionnement optimum et on change de vitesse. Après, on rétrograde, on accélère et c'est un peu la même chose avec les gammes de puissance en fait. La variation vient en complément, mais ça ne peut. C'est un bon dimensionnement plus une variation de vitesse, c'est idéal. Mais ça se prévoit dès la conception en fait. Voilà. Ça peut être vu comme un palliatif pour certaines situations, on va dire. Globalement, moi, je préfère avoir un compresseur qui va varier entre 70 et 100% de sa puissance qu'un compresseur qui va faire le yo-yo entre 30% et 100%. Et les 100%, il va les atteindre que vraiment quand il y a une grosse charge. Et du coup, voilà. Enfin, moi, je préfère un compresseur qui fonctionne avec une charge intéressante toute l'année, une grande partie de l'année en tout cas. Compris. Et autre question sur le sujet, comment alors fait-on un choix optimal et quelle technologie nous permet de pouvoir fonctionner en rétrograde avec les gammes de puissance? Quel choix de technologie? Alors, plusieurs. En fait, la technologie de
de compresseur va être choisi aussi avec vos besoins, avec le besoin dimensionné donc, par le concepteur. Plusieurs types de compresseurs vont répondre plus ou moins à des gammes de puissance. En fait, ce qui est important, ce n'est pas forcément la technologie, c'est vraiment faire un dimensionnement en fonction de vos réels besoins et pas prendre une marge en se disant j'ai des besoins, j'ai déjà pris une marge de sécurité, je vais en reprendre une, on ne sait jamais. Parce qu'en fait, cette marge-là, on va pas venir s'en servir, sauf que votre compresseur sera dimensionné pour aller chercher cette marge. Donc, en fait, ce que vous pensez gagner en sécurité, vous allez le perdre sur votre facture et ce n'est pas pour autant que vous serez plus tranquille parce que le dimensionnement a déjà bien été fait, en fait. Voilà. Et pour compléter, et on répond un petit peu en partie à ces questions dans la suite de la présentation. Augmenter le dimensionnement, c'est augmenter le cœur. Si les muscles ou le poumon, ou peu importe, ne suivent pas, en fait, ça ne va pas forcément améliorer la situation. Maintenant, quant au choix des technologies, des gammes de puissance, des choses comme ça, c'est quand même des choses qui vont dépendre de l'activité et du fonctionnement de votre installation. Ça demande, il n'y a pas de réponse toute faite, on va dire. Chaque cas est un petit peu spécifique. Mais voilà, l'optimisation qu'on a autour de ça, c'est vraiment autour des puissances, essayer de faire un choix judicieux et potentiellement échelonné et de voir derrière quels sont les usages. Mais il y a d'autres organes qui vont vous permettre en fait, potentiellement de pallier à ça. Très bien. Et précisons que si vous avez des questions plus spécifiques sur ces sujets, on sera évidemment heureux d'échanger avec vous à l'issue du webinaire. Donc, vous n'hésiterez pas. Je vous propose d'enchaîner ce qu'en aurait Rémi. Et s'il y a des questions qui sont restées sans réponse, on reprendra un moment à la fin. Pas de souci. Donc justement, au niveau de l'investissement, donc comme on a vu, comme a présenté Skander, plusieurs éléments. On a traité juste avant du compresseur. On va traiter maintenant du condenseur et de l'évaporateur. Donc le condenseur qui va permettre d'évacuer toutes ces calories générées par la compression. Donc là, contrairement à avant, en fait, pour faire le lien, le condenseur, c'est souvent l'élément qui pêche au niveau dimensionnement. Donc, je m'explique. Le condenseur est sélectionné et dimensionné pour des températures extrêmes en été, encore une fois. Sauf que nous, actuellement, on se retrouve sur des installations qui ont 10, 15 ans et dont les températures max pendant ces années ont très fortement augmenté. On peut voir que sur des condenseurs, donc il y a 10-15 ans, on tablait sur des températures extrêmes à 35 degrés, voilà, des choses comme ça. On peut voir qu'actuellement, les 35 degrés, on les passe très souvent, mais même on va au-delà, on est plus voilà, sur du 38, 39, on voit souvent les cas. Et les condenseurs pêchent. Et du coup, le fait d'avoir ce sous-dimensionnement, et en plus, forcément, au bout de 10-15 ans, des condenseurs qui sont un peu vieillots, qui sont moins efficaces, on se retrouve sur des grosses problématiques de HP, donc ce que vous parlez tout à l'heure, Skander. Et pour vous dire l'impact que ça a, voilà, 1 degré de HP en plus correspond à environ 3% d'économie. C'est-à-dire que chaque degré gagné peut, donc en moins, je précise, en moins, plus la HP est basse, mieux c'est. Pour chaque degré gagné en HP, on va générer 3% d'économie. Donc, éventuellement, le petit billet que vous allez mettre, que vous avez pensé mettre en surdimensionnant votre installation, en fait, quitte à le mettre, autant le mettre sur des condenseurs plus performants et plus costauds. Parce que vous allez peut-être payer un peu plus cher,
Mais globalement, vous allez très vite retomber sur vos pieds, quoi. Même constat sur l'émission. Donc, les évaporateurs, globalement, c'est l'équipement qui va diffuser le froid dans vos locaux, dans votre chambre froide. Voilà. Également, on trouve beaucoup de systèmes donc évaporateurs chez nos clients qui sont vétustes assez rapidement. Et on se retrouve sur des grosses problématiques. Donc, ça engendre de grosses problématiques de fonctionnement quotidien dues à, globalement, on a pris cet évaporateur parce que c'est moins cher. OK, très bien. Le problème, c'est qu'au bout de quelques années, voire peut-être même moins, les évaporateurs sont vieillissants. Ce sont des batteries, donc forcément, qui dit batterie… Ah, on a changé de slide. Pardon. Qui dit batterie usée dit batterie moins efficace. Et au quotidien, ça peut avoir un coût non négligeable d'exploitation parce que l'émission va impacter l'ensemble de l'installation et toutes les économies que vous aurez générées ou le fait que votre installation en production fonctionne bien, vous allez le perdre sur l'émission, ce qui est un peu quand même dommage. Et on retombe un peu sur le même ratio que la HP, c'est-à-dire 1 degré de BP en plus génère 3% d'économie. Donc cet aspect 1 degré en moins sur la HP, 1 degré en plus, on va l'expliquer dans quelques slides pour que ça soit plus clair avec un schéma pour vous. Et je fais également le lien pour les bâtiments tertiaires. Globalement, le même cas va être sur les échangeurs à plaques, par exemple. Où il ne faut pas hésiter à aller un peu surdimensionner, par contre, votre échangeur à plaques. Qui dit surdimensionnement de l'échangeur à plaques, c'est en fait, on augmente notre surface d'échange, donc on augmente notre efficacité. Donc, on réduit notre massement et augmente l'efficacité de notre échangeur. Donc, globalement, il ne faut pas négliger ces deux aspects-là au niveau du portefeuille, entre guillemets, voilà, si je puis dire. Alors, juste pour compléter, on a une question qui portait sur le free cooling. Donc, effectivement, le free cooling, ça peut être une option sur des gammes de température, on va dire, météo, donc notamment pour du rafraîchissement, pour des data centers, des choses comme ça. C'est entre guillemets la même chose que les condenseurs, c'est-à-dire on va obtenir donc le sous-refroidissement en fait lié au condenseur, c'est de l'énergie froide gratuite entre guillemets. Donc c'est un peu la même chose que le free cooling. On va parler de free cooling pour des gammes de températures très spécifiques, ce que j'appelais tout à l'heure le froid de confort entre guillemets. Mais on a un petit peu la même notion sur les condenseurs, c'est-à-dire qu'un condenseur surdimensionné va permettre d'augmenter ce sous-refroidissement et donc de faire des économies d'énergie et presque d'avoir du froid gratuit, entre guillemets. Ça marchait mieux à l'entraînement. Donc, on vous a mis un peu des actions d'amélioration qu'on a identifiées chez nos clients, qu'on a mis en place ou réalisées et qui ont généré forcément des économies d'énergie. Donc, pour la partie, je fais la distinction là entre la partie production frigorifique et la partie réseau de distribution. Donc, en gros, groupe production frigorifique, c'est avec vos groupes froids, et la partie réseau de distribution, c'est ce que vous allez véhiculer dans votre bâtiment ou dans votre lieu à réfrigérer ou à refroidir, climatiser, peu importe. Première action, la modulation HP. Donc, pour faire le lien avec ce que je vous disais juste avant, on a vu que 1 degré de HP en moins pouvait générer jusqu'à 3% d'économie. Or, ces modules HP vont permettre justement de moduler, comme son nom l'indique, de coller,
de moduler la température HP, donc cette valeur de température HP avec la température extérieure. Donc, je m'explique. Sur de fortes chaleurs, l'été, globalement, votre production de froid va tourner à 100% avec de gros besoins. Et cette température HP va être malheureusement quasiment fixe et va être autour de 30-35 degrés. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les groupes qui fonctionnent toute l'année, donc ça veut dire en hiver et mi-saison, on n'a pas besoin d'avoir une HP aussi haute parce qu'on n'est pas dépendant de cette température extérieure importante. Donc ça veut dire qu'on peut venir chercher une température de HP plus basse. Donc typiquement, voilà, on peut passer d'une température HP en été, comme je vous ai dit, de 30-35 degrés à une température de 24 degrés, 25 degrés, sans problème. Donc, je vous épargne le calcul, mais 3% par degré gagné, ça peut être très intéressant au niveau de la valorisation de votre d'économie d'énergie, quoi. Même combat pour le module BP. Donc là, la BP, ça va être plutôt sur la partie émission. Donc, ce qu'on va véhiculer dans le bâtiment. Et en fait, ce module BP va permettre d'adapter la basse pression de l'installation à nos réels besoins. Typiquement, je reprends l'exemple des locaux VDI qui ont un peu de besoins, qui représentent peu de besoins. En hiver, ils représentent quand même du besoin, mais peu. Donc, ça veut dire que c'est un local qui va être facilement, où on va pouvoir le refroidir facilement. Donc, globalement, on n'a pas besoin, si d'habitude on envoyait de l'eau glycolée ou de l'eau glacée à 9 degrés, on n'a pas besoin d'envoyer à 9 degrés, encore une fois, sur peu de besoin. Donc, on va venir augmenter un peu la température. Ça correspond en fait à faire un peu un offset ou une loi d'eau ou une loi de BP, quoi, qui permet d'adapter nos caractéristiques d'installation, ce qu'on demande à l'installation, par rapport à notre besoin réel et avoir cette modulation entre le besoin réel et ce qu'on produit avec notre groupe froid. Un autre aspect, la récupération de chaleur. Donc, la récupération de chaleur sur les groupes froids va se faire donc, au niveau du refoulement du compresseur. En refoulement du compresseur, on peut récupérer de l'eau jusqu'à 50 degrés, donc, ce qui n'est pas négligeable. 50 degrés, voilà, on peut aller venir préchauffer des ballons ECS, préchauffer, voire même faire du chauffage. Donc, globalement, sortir, par exemple, si sur site, vous avez une chaudière gaz, avec la récupération de chaleur, vous pouvez sortir la chaudière gaz et ne plus en avoir besoin. Donc, pour votre bilan CO2 de votre bâtiment, ça peut être très intéressant. Un autre aspect, du coup, les variateurs de vitesse. Donc là, on l'a mis entre les deux parce qu'en fait, on peut avoir de la variation de vitesse côté production frigorifique et côté distribution. Donc, production frigorifique, ça va être sur l'élément principal qui va être le compresseur. Comme on disait tout à l'heure, la variation de vitesse, on va venir sur une centrale, mettons, de 3 compresseurs. On peut se retrouver dans un cas où, comme on l'a dit tout à l'heure, on a 3 compresseurs de la même puissance. On va pouvoir venir mettre un variateur de fréquence sur au moins un des compresseurs qui va, on peut faire le yo-yo sur le début des besoins jusqu'à, voilà, quand on a peu de besoins, un besoin moyen. Et ensuite, une fois qu'il est à 100%, enfin, voilà, il va permettre avec sa puissance, de pallier, de réguler sur un besoin minime. Et également, côté production, donc la production au niveau des pompes de distribution, on va pouvoir venir mettre des variateurs de vitesse sur ces pompes-là. Ensuite, côté distribution, la revue de la régulation. Donc, qu'est-ce que c'est la revue de régulation? Donc, ça va être mettre des plages horaires en place, voilà, des plages horaires sur les pompes de distribution, des lois d'eau, comme je disais un peu sur la BP, voilà, quand
on a peu de besoins, on va avoir moins besoin de refroidir, donc moins de besoin d'avoir des températures basses. Donc, on peut remonter la température de consigne pendant quelques temps ou par rapport à une plage horaire ou à un delta T, des choses comme ça. Ensuite, l'isolation des réseaux. Donc ça, c'est des choses qui sont facilement identifiables. C'est côté distribution. L'isolation des réseaux, ça va être les réseaux d'eau glacée. Donc forcément, un tuyau qui n'est pas isolé va avoir des déperditions et de la perte énergétique. Et ça marche également sur le groupe de production froid, donc sur la BP qui doit être calorifugée, isolée. On peut avoir également des problèmes d'équilibrage de réseau. On voit que sur certains bâtiments, ce sont des gros problèmes. Voilà pourquoi je ne comprends pas, je n'arrive pas à descendre telle zone de mon bâtiment à température. Donc, je pousse la consigne. Et en fait, non, c'est juste un problème d'équilibrage. Et voilà, globalement, en faisant un équilibrage du réseau, on va mieux apporter dans cette pièce et on va se rendre compte qu'en fait, on n'a plus besoin de pousser ces températures si basses pour refroidir cette pièce-là. Et également, un gros point, un point très important, tout d'abord, les actions d'amélioration qui sont soulignées sont des actions qui sont éligibles au C2E. Et un dernier point, donc, comme on l'a mis en bas, en gros, ne pas négliger la maintenance de votre installation. Globalement, votre installation, on peut faire un peu l'analogie avec votre voiture. Si vous n'entretenez pas votre voiture pendant beaucoup d'années et que d'un coup, vous lui faites... vous partez en vacances et vous faites 800 km avec, elle ne va pas aimer et vous allez avoir des dégradations sur votre machine. L'installation froid, c'est pareil. S'il y a de la maintenance, s'il y a un carnet de maintenance et des contrats de maintenance, c'est pour optimiser votre machine. Et on peut voir que des exemples tout bêtes, mais des analyses d'huile des compresseurs, le nettoyage des condenseurs après le printemps, ce sont toutes des choses qui, globalement, s'ils ne sont pas faites, peuvent avoir un fort impact sur votre installation. Donc, quand je dis fort impact, c'est jusqu'à la panne, mais également des dérives énergétiques et des consommations, surconsommation qui ne sont pas nécessaires et dues à, au fait qu'on n'a pas passé une demi-journée à nettoyer le condenseur. C'est un peu dommage. Juste par rapport à une question qui avait été, une précision qui avait été apportée, effectivement, la régulation sur température de retour sur un réseau d'eau glacée fait bien partie de ce qu'on mettait sous le chapeau de la revue de la régulation. Donc avec variation de vitesse, avec 23 voies, voilà. Mais c'est effectivement des choses qui permettent, notamment comme l'évoquait tout à l'heure Rémi, autour de tout ce qui va être delta T, malus de delta T pour ceux qui ont des raccordements à des réseaux de froid urbain. C'est une problématique assez connue et qui permet pas mal de régler cette problématique, la régulation en fonction de la température de retour. Hop. Donc, dans la première partie que j'ai traitée, on était plutôt sur une partie un peu conception, voilà, avec les bonnes pratiques avant la conception, ce genre de sujet. Et là, on va globalement vous expliquer un peu, nous, en exploitation, comment on va détecter des problématiques et avec quels paramètres. Décidément. Le suivi donc, des indicateurs. Donc, premier... Non, j'arrive pas. Bon, je vais le faire. Donc, premier élément qu'on a traité tout à l'heure, donc le compresseur. Le deuxième élément, le condenseur. Et ensuite, l'évaporateur ou l'échangeur à plaques. Donc, on va voir le schéma un peu, voilà, le compresseur qui va distribuer sur le condenseur, qui va venir distribuer sur l'évaporateur ou l'échangeur à plaques, et
et on va revenir au compresseur. Donc, le premier indicateur, ça va être de mesurer forcément la consommation électrique de notre installation. Le second et le troisième va être l'ABP et l'AHP. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, c'est deux indicateurs qui vont être essentiels pour comprendre comment fonctionne notre installation et sont les deux paramètres à suivre absolument sur une installation froid. Donc, consigne et réel, c'est-à-dire consigne, globalement, qu'est-ce qu'on demande à l'installation, et le réel, qu'est-ce qui se passe véritablement? Est-ce qu'elle est capable de réaliser ce qu'on lui demande? Et le gap entre les deux va être justement l'optimisation. Là où on va détecter potentiellement des dérives. OK, je demande une consigne de temps, j'ai un réel totalement délirant. Donc voilà, ces différences entre les deux va être notre première info en disant OK, il y a un problème sur cette installation. Et le quatrième élément essentiel, donc ça va être mesurer la température extérieure, forcément, comme je vous ai dit, et la température extérieure est très impactante sur la consommation de l'installation et sur le fonctionnement de l'installation. Globalement, c'est comme une chaudière. Une chaudière, elle ne va pas consommer et fonctionner pareil quand il fait moins 15 dehors et quand il fait 12 dehors, 12 degrés. Donc, l'installation frigorifique, c'est pareil. Donc, passons côté maintenant distribution. Donc, on a fait la production. Côté distribution, 3 éléments également obligatoires à relever et à monitorer. Tout d'abord, la température de départ d'eau glacée. Donc, en général, la température d'eau glacée, elle est plutôt remontée. Et en fait, c'est globalement ce que les clients règlent et à quoi on se fie, en fait. Voilà, j'envoie de l'eau à 12 degrés en bâtiment. OK, c'est bon. Pas de souci. Très bien. La température de retour d'eau glacée. Donc là, le delta T entre les deux, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être la modélisation de votre besoin. Donc, je m'explique. Si vous envoyez de l'eau à 12 degrés et que ça revient à 13, c'est passé dans tout votre bâtiment, globalement, 1 degré de delta, il y a peu de besoin. Est-ce vraiment efficace de démarrer une production de froid pour 1 degré de delta T? Est-ce qu'on n'attendrait pas un peu que le delta T augmente et est-ce qu'on ne raisonnerait pas en termes de delta T? C'est-à-dire, OK, j'ai un delta T de 7 entre mon départ et mon retour. Là, je démarre mon installation et je fonctionne efficacement et à plein régime. Et également le débitmètre, donc c'est-à-dire savoir le volume d'eau qu'on passe dans le bâtiment. Et donc, ces 3 éléments nous donnent un comptage énergétique frigorifique. Donc, une fois que nous avons relevé tous ces paramètres, on va pouvoir venir calculer un COP, en fait, un coefficient de performance. Donc, globalement, comme on peut voir dans le calcul, c'est très simple. On va venir calculer notre besoin, enfin notre production, notre production énergétique côté distribution. Et on va venir mesurer notre consommation électrique de l'installation. Donc, de ce calcul, on va générer un COP, et c'est ce qui va dire, en gros, ça revient à dire ce que je produis sur ce que je paye, globalement. Donc, voilà, si ce que je produis est égal à ce que je paye, sur un groupe froid, c'est vraiment pas terrible. Et justement, c'est ce COP qui est important et qui peut être dégradé par de mauvais dimensionnements ou des mauvaises pratiques. Également les aspects de HP et de BP qui jouent beaucoup sur le COP de la machine. C'est ça. Donc, du coup, pour modéliser un peu tout ça, on a pris un exemple d'une installation frigorifique avec différents points qu'on vient relever sur cette installation et qu'on vient retranscrire sur le diagramme enthalpique. Donc, le diagramme enthalpique, pour ceux qui ne connaissent pas trop, en fait, il va venir modéliser le fonctionnement théorique que devrait avoir votre installation en fonction des relevés que vous avez sur cette installation. Donc, il vient en général en
en phase plutôt conception, mais on peut vérifier en gros avec les mesures en direct sur l'installation, voilà, placer nos points et dire « Ok, ça marche comme ça, c'est quand même bizarre ou pas, ou ça marche très bien », et avoir une visuelle entre la théorie et ce qui se passe réellement sur notre installation. Donc ensuite, donc sur ce diagramme, entre le point 6 et 7, en fait, ça va être la puissance frigorifique. La puissance frigorifique, c'est côté émission, donc votre évaporateur, la puissance disponible en froid pour refroidir votre local ou vos locaux, enfin, ou votre chambre froide. Ou quoi que ce soit. La deuxième chose, donc entre 1 et 2, ça va être le travail de votre compresseur. La puissance absorbée. Donc, globalement, comme on a dit tout à l'heure, la puissance absorbée, c'est la consommation de votre compresseur. Donc, c'est ce qui va, modéliser votre facture de l'installation, ce que va vous coûter votre installation en puissance et en euros, forcément. Donc un deuxième point, entre 2 et 3, ça va être la récupération potentielle. Donc, la récupération potentielle, pour faire le lien avec l'action que je vous avais préconisée, donc la récupération de chaleur, en fait, voilà, c'est ce qui est possible de récupérer comme chaleur sur un groupe froid classique. Donc, on peut voir que c'est quand même non négligeable et du chaud gratuit, ça fait toujours plaisir, surtout décarboné. Donc, après, on finit de tracer le cycle avec donc la fin du condenseur, le détendeur, et on revient à puissance frigorifique, etc. Et du coup, notre COP, c'est là où on peut vraiment comprendre. Donc, ça va être notre puissance frigorifique, donc la puissance disponible entre 6 et 7, sur notre puissance absorbée, donc ce que consomme notre compresseur. Et c'est là où je veux faire le lien avec ce diagramme entre la HP et la BP. On a dit précédemment que plus la BP était basse, plus la HP était basse, et plus la BP était haute, mieux c'est. Donc, on peut le voir parce que si, sur ce diagramme, on augmente notre BP et on baisse notre HP, on peut voir que le travail de notre compresseur entre 1 et 2 va être forcément diminué. Et cette valeur-là est le diviseur de la formule du COP. Donc, forcément, plus cette valeur va être basse, même en gardant une puissance frigorifique intacte, plus le COP va être important. Et c'est le but de l'efficacité énergétique, c'est de maximiser notre production, ce qu'on produit et ce qu'on génère, sur ce qu'on paie. Voilà. Et le COP relate bien et représente bien ce qu'on cherche à faire. Voilà. Alors, en complément et en réponse à une question qui a été posée, pour monitorer ces éléments donc de HP et de BP sur des machines fabricants, c'est effectivement pas très simple dans la mesure où souvent c'est des régulations qui sont embarquées par les fabricants. Donc vous avez souvent un afficheur qui potentiellement n'affiche même pas ces valeurs. Néanmoins, ces valeurs forcément existent puisque dans la régulation de la machine, le régulateur interne, l'automate, prend en compte ces éléments. Donc, c'est des éléments que le régulateur et que le fabricant a forcément dans l'environnement de la machine. Il y a des pressostats qui permettent, donc qui sont souvent visuels, mais qu'on peut rendre communicants, qui permettent de prendre ces informations. Il y a deux choses qu'il faut voir. Si on est en étape de conception, que voilà, vous avez une GTB, vous refaites une GTB, c'est très important de faire remonter ces éléments. Et ce n'est pas parce que c'est du froid ou une machine quelconque qu'on ne peut pas remonter ces informations, notamment sur des GTB. Le deuxième aspect, c'est également la possibilité de venir mettre des régulations par-dessus la régulation, on va dire, du fabricant. Ce qui peut parfois être source de discussion avec les fabricants autour de garanties, de choses comme ça.
mais c'est des choses qui sont réalisables. Si on vous dit qu'une machine ne peut pas faire de HP flottante, de BP flottante, de variation de vitesse, alors il peut y avoir des raisons techniques, mécaniques, de vétusté d'installation, de choses comme ça, qui peuvent limiter, mais toutes les machines, de par la conception et de par le fonctionnement physique, sont capables physiquement de mettre en place ces variations de HP ou de BP. Le monitoring est effectivement un aspect, on parle c'est plus facile de le faire dans le monde industriel et commercial. Néanmoins, sur l'aspect, c'est tout à fait possible de les monitorer. En revanche, sur du tertiaire, voilà, sur des machines qui sont un peu moins faciles à monitorer, on va dire à distance, ce sont des paramètres qu'on peut toucher sur la machine et globalement, on peut mettre en place des saisonnalités, on va dire, même avec la personne sur place ou le frigoriste en disant voilà, moi, de tel mois à tel mois, je veux fonctionner comme ça parce que je ne veux pas trop prendre de risques. Mais en hiver et au printemps, voilà, je veux fonctionner sur des températures de HP plus basses, une BP plus haute, parce que voilà, mon besoin est moindre et j'ai voire quasiment inexistant. En fait, voilà, faut aussi avoir une vision du passif de l'installation, discuter avec les différentes parties prenantes, donc le client et le frigoriste, et trouver un compromis et tester et voir si voilà, l'installation est capable de réguler différemment, comment faire et quels paramètres toucher et est-ce que ça impacte le confort ou pas. Voilà, c'est un dialogue à avoir et essayer, quoi, tester. Donc, maintenant qu'on a vu globalement comment on pouvait monitorer, on va dire, une seule installation et quels éléments on peut prendre en compte, un des aspects majeurs de notre métier d'énergie management, c'est l'utilisation des data science, donc de l'ensemble de ces données qu'on a pu monitorer sur des cas pratiques qu'on va vous présenter et qu'on a avec quelques petites astuces qu'on peut donner aux responsables de site. Donc, pour certaines économies qui sont relativement faciles et vous allez voir qu'ils peuvent paraître assez simples. Donc, la première des choses, c'est l'exploitation des données au service du dimensionnement. Donc, comme vous le disait Rémi tout à l'heure, le dimensionnement, il est réalisé pour des conditions extrêmes de température qui n'ont lieu que très rarement dans l'année. Mais bon, on prend du froid normalement pour couvrir des besoins quand il fait chaud. Donc, c'est légitime de le dimensionner de cette manière. L'aspect dimensionnement est souvent fait sur des bases calculatoires, donc avec des bilans frigorifiques, des bilans de puissance, et ne prennent pas forcément en compte le fonctionnement réel et en tout cas la typologie d'usage qu'on va avoir derrière. Ici, donc on peut voir, alors c'est un site frigorifique, un entrepôt frigorifique qui a la particularité de fonctionner, le vrai fonctionnement, l'activité a lieu la nuit. Donc, on a des températures qui sont plus basses au niveau de l'ouverture, donc l'ouverture étant en turquoise. Ce qu'on voit, c'est que les puissances maximales atteintes, donc au mieux, pendant la nuit, on va atteindre de l'ordre de 27 degrés. Et une chose qu'on a pu voir par l'exploitation des données et qui s'est confirmée sur le terrain, c'est que les rampes adiabatiques, donc qui permettent de pulvériser de l'eau pour faire descendre la température de l'air, je passe sur les détails, n'avaient pas été pris en compte en fait, dans le dimensionnement. Et donc, en fait, on se retrouve avec des machines qui sont de l'ordre de 35% surdimensionnées, qui sont des vieilles machines. Donc, on n'a pas de variation de vitesse. Et on a également 3 fois la même machine, ce qui pose des problèmes d'efficacité, on va dire, où on ne dépasse jamais le seuil des 70-75% de charge, donc avec des COP qui sont un petit peu réduits. Le deuxième aspect, donc un cas très concret et très simple,
c'est le monitoring donc, de la température des condenseurs, le point 4 de tout à l'heure, qui simule la météo avec des sondes, donc qui sont des sondes de température classiques, type PT1000 ou des choses comme ça, mal positionnées. Donc là, typiquement, sur ce graphique, on peut voir en fait une sonde de température qui est positionnée au soleil, sans abri météo. Et donc, en fait, l'utilisation de la data nous permet de voir en fait qu'au cours des heures d'ensoleillement, donc en gros de 8h à 18h, on a un décalage très important entre la température mesurée par notre centrale et la température réelle. Et on a pu donc ça détecter qu'il y avait cet écart qui n'avait lieu globalement que la journée, pas la nuit, et donc qui donc entraînait une surconsommation au cours de la journée au moment des heures les plus chaudes en fait de la journée. Comme le disait Rémi tout à l'heure, 1 degré de HP, c'est 3% de surconsommation, on va dire, en plus. Donc là, on est sur des écarts de l'ordre de 2 à 3 à 4 degrés. Donc, ça peut être des dégradations de performance de l'ordre de 10 à 12% au moment les plus chauds de la journée, ce qui est assez problématique pour votre installation puisque c'est à ce moment-là qu'elle travaille le plus. Donc, ce qu'on a appelé un tips. Globalement, cette information est remontée sur les régulateurs, donc sur des groupes à eau glacée classiques dans le tertiaire, sur les GTV, sur un certain nombre d'éléments. Vous pouvez trouver normalement cette information. Et c'est simplement de le comparer avec les données, une application météo et voir est-ce qu'on est à peu près corrélé, on va dire, entre une journée nuageuse, une journée ensoleillée ou des choses comme ça, et qui permet de détecter un potentiel problème assez facilement et assez rapidement. Ce type d'action, qui a l'air extrêmement simple, sur certains sites nous permet de générer 10 à 12% d'économie toute l'année. Donc, c'est vraiment loin d'être négligeable pour une action aussi simple à réaliser. Au niveau de la détection d'anomalies et de dérives, donc là, on va être sur un problème un peu plus précis autour des condenseurs, avec des problématiques d'encrassement. Et donc, la donnée nous permet de détecter ces problématiques, ces anomalies et ces dérives. Comme le disait tout à l'heure Rémi, donc en fait, on a en bleu marine la consigne, donc vraiment l'ordre qu'on envoie à la centrale, qui est bien réglé. On est à 22 degrés en période de mi-saison et après on monte progressivement pour permettre d'assurer le besoin frigorifique. Et ce qu'on voit, c'est que le réel ne suit pas du tout cette consigne à partir de l'ordre de 4-5 degrés. Donc ça entraîne une surconsommation, là dans le cas présent, de l'ordre de 20 à 22% dû à l'encrassement et qui mettait notamment en péril l'installation dès qu'on dépassait 25 degrés. On voit qu'on est autour de 43 degrés pour 25 degrés extérieurs. Ce qui fait que globalement, à partir de 28-30 degrés, la machine va plafonner, voire se mettre en sécurité. Et donc, vous allez perdre la production de froid. Donc, on a demandé aux mainteneurs sur site de faire un nettoyage du condenseur. Et donc, c'est la courbe de droite où on voit qu'on colle beaucoup mieux à la consigne. Donc, la consigne n'a pas changé. Le bleu marine et le rouge sont les mêmes courbes. Mais par contre, on voit que le réel se rapproche beaucoup plus, ce qui divise de l'ordre de par 2, en gros, les consommations sur cette machine, mais qui met également en exergue la problématique du vieillissement et du sous-dimensionnement du condenseur. C'est-à-dire que l'ordre qui lui est envoyé ne peut pas être appliqué et c'est pour ça qu'on voit une divergence quand les températures s'élèvent. Donc là, encore une fois, un petit tips. Les condenseurs, au même titre qu'un certain nombre d'installations, que les compresseurs, que les sondes météo qu'on a pu voir tout à l'heure, il est intéressant de faire des vérifications régulières quand vous êtes en ville. Donc, c'est le cas, par exemple, à gauche. On voit que là, on a une bâche qui s'est collée sous le condenseur, ce qui fait perdre un bon tiers, voire la moitié de la surface d'échange en fait, du condenseur. Et donc, ce qui fait que le condenseur s'étouffe et donc ne permet pas de tenir les conditions qu'on lui demande. Et ça, c'est une action extrêmement simple à mettre en place. Il suffit d'enlever la bâche. Et à droite, une photo d'un condenseur encrassé
Donc, l'encrassement, c'est quelque chose de naturel, hein. Ça vient du pollen, de la poussière, en milieu urbain, la pollution. C'est des choses qui sont normales, mais qui dégradent fortement la capacité en fait, de votre condenseur à évacuer les calories. Et donc doivent faire l'objet d'une vérification régulière, notamment avant le début de l'été. On ne compte plus les cas de quand il fait 32 degrés, on se rend compte que le condenseur ne peut pas tenir et souvent c'est trop tard. Donc, essayez au maximum d'anticiper avant le début de l'été. Donc, ce qu'on a vu maintenant, c'est les différents points qu'on pouvait monitorer, quelques actions qui étaient reliées à ces points, l'objectif qu'on va avoir autour de ces points. Sur une GTB ou sur un régulateur, vous allez voir de l'instantané, vous n'allez pas forcément pouvoir voir un historique. L'utilisation de la data science et de notre plateforme permet de monitorer le parc, de suivre ces éléments et de pouvoir revenir potentiellement sur un historique, faire des comparaisons. Par rapport à la température extérieure, c'est les graphiques qu'on a pu voir précédemment. Voir, donc, comme on peut ici, on a donc les différents aspects, les consignes HP et réel HP, donc en orange et en rouge en bas, les consignes BP et réel BP en bleu, et la sonde météo et Météo France. Donc ici, on voit un léger écart, notamment en cours de la journée, entre la sonde météo et Météo France. C'est une action. On voit que la HP suit plutôt bien, on peut suivre les réglages. Voilà, ça permet vraiment de monitorer l'ensemble sur la partie production. Le deuxième aspect de notre plateforme, ça va être de monitorer également la partie confort. Donc là, on est intervenu uniquement sur des problématiques qui ne vont pas toucher directement au confort des occupants. On ne modifie pas les températures de consigne de soufflage, on ne modifie pas les températures de meubles. On peut avoir des aspects sanitaires ou des aspects confort qui sont très importants dans l'exploitation. Pour l'instant, on n'a pas abordé cette question, mais qui est également un aspect majeur de l'energy management et que notre plateforme peut permettre de monitorer par l'intermédiaire de remontées GTB, de capteurs qui sont déployés, de suivi des consommations électriques et de corréler ces différents éléments. Le dernier aspect, c'est le suivi du plan d'action qui permet donc de suivre les intervenants, les types de programmation, l'état d'avancement, le responsable, etc. Donc, quelques cas d'usage réels qu'on a pu déployer au cours de ces années sur les problématiques de froid et donc mettre en application les différents éléments qu'on a pu évoquer au cours de cette présentation. Donc, tout d'abord, le suivi de la performance de 100 hypermarchés qu'on a réalisé pendant 3 ans. Environ 300 centrales monitorées avec des consommations du froid alimentaire surgelé, donc négatif autour de moins 30 et ce qu'on appelle frais autour de moins 10, moins 12 en production, en BP, qui sont de l'ordre de 60% des consommations d'énergie du site. On a réalisé 10% d'économies sur l'ensemble du parc au cours des 3 années, ce qui représente un volume extrêmement important d'économies, 150 gigawattheures, donc plus de 10 millions d'euros économisés, sur des aspects vraiment très, très liés au froid. Pas que, mais extrêmement liés au froid, avec notamment beaucoup de monitoring des points qu'on a pu vous présenter auparavant et qui nous ont permis de faire ces économies. Pour un petit peu donner des exemples sur d'autres typologies d'actifs, sur des parcs tertiaires de bureaux, avec un de nos clients qui avait des grosses problématiques de malus de delta T, du fait d'être relié à des réseaux de froid urbains, ou notamment, comme l'évoquait Rémi tout à l'heure, on peut avoir des problématiques de très faibles besoins liés à des salles informatiques, des choses comme ça, et donc des malus assez importants. On a revu la régulation frigorifique d'un certain nombre de sites, notamment avec du pilotage sur la température de retour d'eau glacée, la mise en place de consignes hivernales et réduites de nuit, donc pour permettre de s'adapter aux besoins le mieux possible et donc de limiter l'engagement, on va dire, des échangeurs.
Donc, c'est un gain moyen par bâtiment d'environ 40 000 € pour des travaux de 12 500 €. Donc, un ROI de 3 mois et une diminution des consommations de 28% sur ces périodes hivernales notamment. Et donc ça, on était sur la partie exploitation. Dans la partie un petit peu plus travaux, conception, une des maîtrises d'œuvre qu'on a pu réaliser donc sur une centrale frigorifique à l'ammoniac de 2,7 MW, donc c'est des très grosses installations, où on a réalisé donc une maîtrise d'œuvre permettant donc de remplacer la centrale de production, améliorer les architectures de distribution, donc mettre de la variation de vitesse sur les pompes, de la régulation en fonction des retours, voilà, d'autres éléments. Et on a donc réduit les consommations de l'ordre de 30% par rapport à la consommation précédente, on va dire. Et également dans des planifications de travaux sur un site historique parisien qui utilise des groupes frigorifiques en chaud et en froid. Il n'y a pas de chaudière. En fait, toute la production est faite via ce groupe frigorifique et via récupération de chaleur. Et en intervenant, donc en préconisant des améliorations possibles sur les équipements, mais également sur la régulation dans le bâtiment, des échangeurs, enfin voilà, vraiment en touchant à tous les organes, on atteint à peu près 30% d'économie. Donc, dans un objectif de décret tertiaire à 40%, on voit que c'est déjà un aspect, voilà, pour certains types de bâtiments assez majeur de l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Donc justement, quelles sont les tendances à venir? Et j'essaye de faire assez rapidement pour ne pas trop dépasser sur l'horaire. La tendance majeure, en plus du décret tertiaire qui va concerner l'ensemble de vos actifs, c'est la réglementation européenne F-Gaz, donc qui est entrée en application depuis 2020, qui a déjà interdit un certain nombre de fluides, notamment le R404, ou qui l'interdit en 2022, pardon. 1er janvier 2022, la commercialisation. Donc, interdit tous les fluides qui ont un GWP. Donc, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est le potentiel de réchauffement global, donc l'équivalent en gaz à effet de serre, supérieur à 150. Donc, 1 kg de voilà, n'importe quel fluide égale 150 kg de CO2. Ce qui veut dire que tous les sites, et globalement, la plupart des sites sont équipés, notamment dans le tertiaire, de ces fluides. Donc, les fluides qui sont à droite, du R134, du R410, du R32, des choses comme ça. À partir de 2030, seront obsolètes et feront obligatoirement l'objet d'une rénovation et d'un changement de matériel. Du coup, il ne va rester que très peu de fluides sur le marché, ce qu'on appelle les HFO, donc qui ont un niveau de GWP autour de inférieur à 150, mais de l'ordre quand même de la centaine de GWP, et des fluides naturels qui sont donc le CO2, l'ammoniac et le propane. Ces fluides ont tous des inconvénients et des avantages. L'inconvénient des fluides naturels, c'est qu'ils sont souvent soit inflammables, soit explosifs. Le propane, l'ammoniac, voilà, peuvent. Alors, il ne faut pas voir ça comme un baril de poudre que vous installez dans votre immeuble, mais ça demande des précautions, on va dire, et des usages un petit peu plus précis, un petit peu plus cadrés par la loi que l'utilisation des fluides frigorigènes classiques, on va dire, entre guillemets. Le CO2 a des bonnes capacités dans le froid, mais plutôt le froid négatif ou frais. Et on a des problématiques sur les grosses puissances. Et après, il y a les HFO, donc le 1234Z2 qui vient en remplacement du R134 principalement, qui a l'avantage de ne pas être trop compliqué ou en tout cas pas de présenter d'inconvénients majeurs, mais qui a des capacités de l'ordre de 2 fois moins efficaces que le R134. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Tout demande des études, de voir quelle est l'application déjà. Est-ce qu'on est sur de l'industrie qui fait du surgelé ou est-ce qu'on est sur de la pompe à chaleur? Est-ce qu'on est sur du frais de confort, du data center, etc. Ça va être une opportunité pour réfléchir
et repenser complètement ces installations, et notamment pour passer avec un mode donc de décarbonation, la suppression des chaudières à gaz et la production de chaud par l'intermédiaire de ces installations de froid. Donc, qui vont permettre d'une part d'assurer la climatisation, mais également d'assurer le chauffage, notamment avec des bâtiments qui vont être de plus en plus performants et où donc normalement l'usage chaud va se réduire globalement à très peu de choses et à du confort dans des conditions extrêmes, donc du moins 7 degrés, enfin, ou des températures extérieures négatives. En conclusion, donc, et si on a 3 vraiment grands aspects à vous faire passer autour de cette présentation, c'est la première chose de réfléchir vraiment au coût global. Le chèque au début, quand on fait l'installation, c'est une chose, mais une installation de froid, ça peut durer 10, 15, 20 ans. Le prix de l'électricité va augmenter, les besoins du fait du réchauffement global vont augmenter. Donc, si vous voyez en gros un petit peu ric-rac au début, vous allez payer beaucoup en réparation, en maintenance. Quand vous aurez besoin de vos machines, elles ne pourront pas fonctionner du fait d'une mauvaise prise en compte de l'utilisation à la suite. Et donc, vraiment, le premier conseil, c'est de ne pas trop ne pas fermer les dépenses, on va dire, au début, parce que ça peut avoir un impact assez important sur la suite de l'exploitation de la machine. Le deuxième, c'est dans la mesure du possible de monitorer la performance de vos équipements. Ça permet de détecter avant que les problèmes arrivent que la machine est en train d'avoir un problème. Ça permet d'améliorer le fonctionnement, l'efficacité et vraiment du coup d'optimiser les coûts d'OPEX qui vont derrière. Et le dernier aspect, donc, c'est vraiment dans cette optique de la F-gaz du décret tertiaire d'envisager le froid pour la décarbonation donc, de votre chauffage, de votre mix énergétique et globalement, on parlait tout à l'heure de COP. Quand on prend donc un COP froid, un EER peut être de l'ordre de 3, 4 selon les machines. Si on ajoute par-dessus le COP chaud, donc la production de chaleur, on peut atteindre des COP globaux de l'ordre de 7, 8. Donc, ça veut dire que pour 1 kWh d'électricité dépensée, vous produisez 8 kWh de chaud ou de froid, et de froid. Mais voilà, c'est des choses qui permettent, comparé à une chaudière qui a un rendement maximum de 110% si elle est très bien réglée et qu'elle est neuve, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Désolé pour le temps qui est un petit peu dépassé. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez éventuellement des questions. Il y a effectivement 2 questions qui sont restées sans réponse. Si on a la réponse maintenant, on la donne. Sinon, on se permettra de vous recontacter pour échanger sur ces sujets. Alors, la première question, quelle est la différence entre régulation à BP-HP flottante pour économiser la production du froid? Je n'ai pas tout à fait compris la question. On demandera peut-être des précisions ultérieurement pour pouvoir y répondre. Et donc, pour les IGH, du coup, alors oui, c'est des créations potentiellement de zones ATEX, de ventilation, ça peut effectivement demander la mise en place de ces nouveaux types de production avec des fluides un petit peu spéciaux, potentiellement de créer des zones ATEX. Maintenant, c'est plus des notions de détection, d'aération, de sécurité, on va dire, autour de votre installation, que vraiment des zones ATEX à proprement parler comme du gaz. C'est des locaux qui vont être fermés, etc. Mais c'est vraiment plutôt l'évacuation en cas de fuite de votre gaz et la possibilité de confiner l'enceinte. Sachant qu'actuellement, déjà, une fuite des fluides actuels, ce n'est pas forcément une très bonne chose, on va dire, pour votre installation dans un IGH. Et alors, au niveau des solutions de rafraîchissement low-tech, rafraîchissement passif, géothermie. Alors, la géothermie,
en gros, va être une source de potentiel au lieu de condenser, par exemple, sur de l'air, comme ce qui est la plupart des cas, on va utiliser une nappe géothermique pour évacuer soit la chaleur, soit le froid en hiver. Il faut plus voir la géothermie comme un condenseur, à proprement parler, que réellement comme une manière de faire du rafraîchissement. Et globalement, les principes physiques qui sont liés à ça sont exactement les mêmes. On est sur des cycles thermodynamiques avec des fluides qui sont globalement les mêmes. Au niveau du rafraîchissement passif, alors c'est effectivement quelque chose qui se prévoit à la conception, qui est moins de l'ordre des machines thermodynamiques, qui est plus de l'ordre du BBC ou des choses comme ça, si on parle bien de la même chose. Il y a plein de technologies qui existent. On aurait pu parler de froid solaire, on aurait pu parler de machines à absorption, on aurait pu, voilà. Le sujet est très, très large. On a essayé de faire de parler à tous les publics, de l'industrie jusqu'au tertiaire, aux collectivités. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés ou sur lesquels on n'est pas allé plus en détail. Mais voilà, on ne pouvait pas malheureusement aborder toutes les questions. Et on est disponible donc, pour échanger autour de ces sujets si vous souhaitez aller un petit peu plus loin autour de ces questions. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, un grand merci à nouveau à Rémi et Skander. Merci à tous pour votre participation active. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, on diffuse pas mal de contenu sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, et à nous contacter. Vous avez les coordonnées sur la présentation qui vous sera envoyée. Merci à tous et bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.